largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids élément. Question financière dans un premier À temps. votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc de la foire à Cournon, le sommet de l'élevage, pour parler, moi je vous le dis, l'agriculture ça tourne pas vraiment rond. Et d'ailleurs j'ai fait venir Philippe Collin à ma gauche, qui est agriculteur. Où Philippe? Alors je suis agriculteur aux sources de la Meuse dans le Grand Est. Et qui a écrit un papier sur LinkedIn en disant « J'accuse », mais on aura l'occasion d'en reparler. À ma droite, donc Manon Pisani, bonjour. Bonjour. Agricultrice, trésorière adjointe des jeunes agriculteurs et agricultrice dans le... Plus beau des départements, les Exactement, Pyrénées-Atlantiques. voilà un département que j'aime beaucoup. À vos côtés, Florent Gagne. Bonjour Florent. Bonjour. Vous êtes conseiller énergie renouvelable à la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire. Donc vous n'êtes pas très loin d'ici. Bon allez Philippe, on démarre. Pourquoi j'accuse? Alors j'accuse parce qu'en fait je suis concerné par une filière qui a démarré il y a peu de temps, une quinzaine d'années, sur la méthanisation, où on a démarré par des petites fermes avec des agriculteurs plutôt investis, avec des projets qui avaient un vrai sens sur l'exploitation agricole, en cogénération. Ensuite, il y a eu une évolution de la filière avec de l'injection qui prend plus de sens avec la valorisation du gaz. Et en fait, aujourd'hui, on arrive au pied du mur où nos installations ne sont plus rentables parce qu'il y a un déni peut-être du gouvernement à ne pas prendre en compte l'augmentation de charges, des évolutions de tarifs qui ont pas du tout été là pendant qu'il y a eu une crise énergétique, etc. Et en fait, on risque de voir à terme moitié du paysage de la méthanisation qui va s'effondrer avec des exploitations qui vont être en faillite, avec des successions d'installations qui n'auront pas lieu. C'est vrai que vous avez pris cher avec la hausse de l'énergie, parce que même si vous produisez l'énergie, vous avez quand même besoin d'énergie. Alors oui, c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, on achète l'énergie moins chère au marché que ce qu'on produisait. Sauf qu'aujourd'hui, une crise arrivant, il faut s'adapter à la crise. Et alors on était très content d'avoir nos contrats à 20 ans. Parce qu'en fait, un agriculteur, où on lui dit pendant 20 ans, on va acheter une matière tel prix, ça nous permet de nous projeter. Sauf que crise géopolitique, climatique, et en fait, voilà, on n'a pas arrivé à supporter cette crise-là. Et derrière, on n'a pas d'écho sur le pouvoir politique pour nous accompagner. Ce que tu dis là, ça concerne uniquement la cogénération ou aussi l'injection directe? Alors l'injection, il y a eu un rattrapage, donc il y a eu quelque chose qui a été décidé très, très récemment au printemps, avec une possibilité de voir une filière qui redémarre avec des nouveaux contrats, des nouveaux tarifs, ce qui n'a pas du tout été le cas en cogénération. On considère que la cogénération, c'est petit en fait. Pourtant, il y a des vraies unités de cogénération qui aujourd'hui ont un sens sur l'exploitation. Elles produisent exactement le même digestat. Elles traitent exactement les mêmes déchets. Elles ont des valorisations thermiques. Aujourd'hui, on ne parle pas de la thermie décarbonée, mais ça, c'est un vrai sens. Aujourd'hui, il y a des unités qui valorisent de la chaleur sur exploitation, qui vont forcément substituer à des autres besoins fossiles. Et ça, on n'en a pas pris compte. Et en fait, aujourd'hui, c'est des installations qui coûtent plutôt moins cher à installer, mais qui dégagent beaucoup moins de revenus. Et là, c'est sensible. Et à ton avis, pourquoi on a snobé un peu la cogénération? C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que la cogénération. Est arrivée l'injection directe avec tout ce qui a été fait par les frères Quarks, par exemple, et la capacité à laver, entre guillemets, le biogaz. On a mis vraiment l'injection directe comme la solution. Tous les gros opérateurs ont foncé là-dedans. Et la cogénération, on a dit, c'est presque fini. En fait, la cogénération, elle souffre d'un modèle plutôt petit en termes d'énergie. Et donc aujourd'hui, depuis la crise ukrainienne, on voit que la priorité, c'est vraiment de verdir du gaz, donc d'avoir du gaz dans les réseaux. Faut qu'on fasse attention. En fait, on a besoin d'un mix énergétique. Et en fait, il y a aujourd'hui des installations qui ne seront pas raccordables. Il y a des scénarios qui aujourd'hui commencent à arriver où on pourrait faire de l'injection à partir de sites de cogénération, mais il n'y a pas de business model qui coche les cases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun business model qui permet d'avoir un revenu à terme chez les cogénérateurs. Donc la cogénération a un sens d'exister. Maintenant, il faut peut-être revoir la façon de monter des unités de cogénération, mais il y aura forcément des territoires où il n'y aura pas possibilité d'injection et il faut laisser cette possibilité-là.
Mais dis-moi si je me trompe, mais j'avais l'impression qu'il fallait développer les énergies renouvelables en France. Alors oui, je vais donner peut-être un cas concret. C'est aujourd'hui nos unités de cogénération dans les 5 dernières années, on va être limité en heures. C'est-à-dire qu'en fait, on nous empêche de produire de l'énergie sur notre contrat. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudra qu'on produise en spot. Pourquoi? Parce que c'était ce qui était écrit à l'époque dans nos contrats. À l'époque, c'était décidé par la Commission de régulation de l'énergie, qui veille à la sécurité tarifaire pour le consommateur, pour ne pas créer des effets d'aubaine. Maintenant, l'effet d'aubaine, on peut prouver par A plus B qu'il n'existe plus. Donc il faut revenir sur ces contrats avec un filet tarifaire, peut-être pas vendre à notre prix de contrat, mais surtout ne pas vendre au prix de marché. Sinon, pendant ces 5 années-là, on risque de voir des unités qui vont faire du déficit et consommer le revenu qu'elles ont fait pendant les années précédentes. Alors maintenant, la question qui tue, la faute à qui? La faute n'a pas d'oreille, en fait. La faute à un mouvement perpétuel de personnes, de décideurs politiques. Les politiques ou l'administration? Parce que les politiques me disent souvent, oui, mais nous, on veut bien, mais le temps que ça descende, le ventre mou de l'administration, etc. Alors, les politiques, ils sont là pour faire marcher les rouages. Voilà. Les rouages, je pense qu'ils ont validé la Creux, au mois d'avril, a bien reconnu qu'il y avait une problématique dans les filières cogénération. Par contre, c'est une fin de non-recevoir derrière, parce que forcément, Bercy ne souhaite pas réouvrir une fois le porte-monnaie. On a probablement des solutions. Aujourd'hui, les exploitants, on a des solutions pour montrer différentes voies possibles qui ne coûtent pas très cher à l'État. Donc attention, c'est soit on va avoir 600 ou 700 producteurs qui ne seront plus méthaniseurs. Aujourd'hui, c'est la majorité, il faut quand même le dire en termes d'unité. Ce n'est pas la majorité en puissance, mais c'est la majorité. Voilà, il y a 1400 unités à peu près en France, voilà, de méthanisation globale. Voilà, et il y en a à peu près 600 en injection, donc il y a une majorité en cogénération. La filière cogénération est complètement arrêtée parce qu'il n'y a pas de tarif qui permet de partir en cogénération, mais il y a 1000 idées possibles. On peut parler de flexibilité, on peut parler de thermie décarbonée. Ça, c'est quelque chose, on a complètement fait une omerta là-dessus. Aujourd'hui, il y a des sites qui sèchent le foin, qui chauffe une piscine municipale. Je connais une collègue, la piscine municipale, c'est la seule qui a resté ouverte pendant la crise gaz ukrainienne. Des éleveurs porcins qui chauffent leur élevage. Tout à fait. Donc ça tient la route. Oui, ça tient la route. Il y a peut-être besoin de rediscuter et de remettre des nouvelles voies sur les contrats, mais aujourd'hui, il ne faut pas arrêter ces contrats, il ne faut pas arrêter cette filière. Mais ça va aller vite. Moi, je connais des gars qui me disent je ne vais pas pouvoir renouveler mon moteur de cogénération dès cette année-là. Hein. Oui, aujourd'hui, il y a en fait, dans les 2 années qu'on vient de passer, il y a une surcharge d'énergie avec l'électricité qui a pu être prise en compte pour l'injection parce qu'il y a un rattrapage inflation par je ne veux pas rentrer dans le détail, par des coefficients qui réindexent les contrats. Mais ça n'a pas été le cas en cogé. En fait, on ne représente rien, donc on est mis de côté. Alors je ne veux pas parler au passé, parce que souvent on vieillit trop vite, mais c'est grâce à la cogénération qu'on a découvert que la méthanisation pouvait aller au-delà. Oui, puis ça correspond bien à un besoin pour des petits troupeaux. Ça évite d'avoir des camions qui circulent partout aussi. Enfin, c'est bien adapté à ce qu'on recherche. Aujourd'hui, on parle de limitation par rapport aux engrais. Il y a vraiment un sens par rapport à la production de fertilisants, le traitement des déchets, donc le traitement des déchets dans un territoire. Donc en fait, on reste sur des petites unités qui sont très vertueuses. Malheureusement, on a fait plutôt le choix d'une valorisation et pas de l'autre. Manon, toi, tu as envie de dire quoi ? Qui marche pas bien, par rond. Pour rebondir et peut-être rester dans le même sujet, moi ce qui me fait râler, c'est qu'en cours de partie, les règles changent et ça pour le coup c'est pas acceptable. On peut pas, vous imaginez bien l'investissement que c'est un méthaniseur et quelle que soit la taille, parce que souvent c'est proportionnel à tout le reste. Mais on peut pas dire aux gens, investissez, allez-y, on est à peu près sûr de vous promettre un débouché, une véritable viabilité du système. Et du jour au lendemain, non, mais finalement, en fait, les règles ont changé parce qu'un tel, ils sont plus d'accord, on n'est plus d'accord entre nous. Et de ce fait-là, en fait, on vous laisse dans la panade, une fois de plus, les agriculteurs, sans aucune réelle solution. Le méthaniseur, le projet, il est monté comme ça, mais c'est vrai pour tout le reste, en fait. Là, c'est l'exemple du méthaniseur, mais c'est bon pour tout. L'exemple, le projet, il est monté comme ça, il fait vivre, un territoire tout autour, c'est un véritable projet de territoire et malheureusement on commence à dire non à l'agriculteur, puis c'est le projet territorial qui en prend
qui en prend un coup. Et tout ça, c'est vrai pour tout. Malheureusement, aujourd'hui, je trouve que c'est pas, enfin, je trouve pas acceptable que on change les règles en cours de jeu. Quand on s'installe, on prévoit pour une carrière, au moins pour une carrière, et on peut pas, au vu de l'investissement financier personnel, c'est pas acceptable. Et même la logique de fond de chercher des solutions plutôt que d'avoir des bateaux qui font le tour du monde avec du pétrole, enfin, c'est n'importe quoi, très clairement. Tu m'as pas dit réellement pourquoi on n'y arrive pas. Bon, ok, il n'y a pas d'écoute ministérielle, c'est ça, globalement, et la creux, mais c'est pas nouveau. Depuis le début, on a eu une politique en matière d'énergie renouvelable qui a été erratique, hésitante. Pourquoi on n'est pas bon là-dessus? Parce que déjà, en termes d'énergie, on ne représente qu'une goutte d'eau. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre... Mais même globalement, sur le solaire, au début, c'était pas ça. On a mis du temps à démarrer. Les Allemands ont démarré beaucoup plus vite. Parce qu'on a quand même une énergie peu chère en France. Donc déjà, je pense que dans toute l'Europe, on a une énergie décarbonée, il faut le reconnaître, le nucléaire, qui est très très basse. Dans tous les autres pays, quand on allait voir les unités de méthanisation en Allemagne, le courant était à 30 centimes, 300 € le mégawattheure. Donc quand on a une énergie qui est très chère, on trouve plein de solutions. Aujourd'hui, on a une vision que économique. En fait, on a une vision économique de l'énergie. Sauf qu'on n'a pas, on regarde pas, en fin de compte, toutes les externalités positives qu'il peut y avoir. Il y en a des négatives dans la méthanisation, il faut reconnaître aussi, mais des externalités positives, c'est justement, peut-être garder l'élevage chez des agriculteurs qui ne vont plus avoir d'élevage, peut-être faire des méthanisations territoriales avec plusieurs agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les coûts d'investissement ils ont complètement explosé, donc c'est plutôt dire il y a plus d'agriculteurs qui peuvent être dedans, ça permet d'avoir des revenus complémentaires, ça permet de mettre une succession par rapport à des jeunes qui vont venir et puis qui vont vivre un petit peu plus aisément que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Dans notre cas, on a développé le carburant à la ferme. Donc aujourd'hui, ça veut dire que même quand on a construit l'unité, on ne pensait jamais que ce carburant-là pourrait alimenter une collecte laitière. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une laiterie qui a pris la position de prendre le carburant. Est-ce que tu penses que quelque part, et on le dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois quand même que c'est vrai, c'est qu'en France, on a un lobby nucléaire qui est fort, on a des ingénieurs formés sur le nucléaire, qui se connaissent et qui privilégient le nucléaire par rapport aux alternatives? Si l'électricité nous défendait autant que le gaz défend le biométhane, franchement, il y a longtemps que je ne serais pas ici. Voilà. Alors ça, il faut le reconnaître. Maintenant, nous, on n'est pas là pour dire on fait du courant, on fait du gaz, on fait de la chaleur. Non, un agriculteur, il y a longtemps qu'il a compris que c'est la diversité d'un système et la complexité d'un système qui fait que derrière, on dure sur un territoire. Donc c'est pas... En fait, la valorisation ne devrait même pas nous appartenir. Nous, aujourd'hui, on sait produire du biogaz, simplement qu'on a fait un petit peu différemment. C'est-à-dire, on a produit du lait, on a fait notre fromage, et aujourd'hui, on nous dit, produisez du lait, le fromage, on s'en occupe. Ouais, parce que Philippe, vous ne le connaissez pas, mais il est tout le temps en train de réfléchir, d'avoir des idées. Il a même développé l'idée de vendre à des flottes de camions, donc du biogaz. Des flottes captives. Une petite partie de notre biogaz est dédiée à un camion de la laiterie Savencia, au bus scolaire et puis une dizaine de véhicules locaux. C'est recréer territorialement des chemins de distribution de l'énergie qui ne nécessitent pas ces fameux bateaux qui polluent les mers, les camions qui tournent partout, etc. Manon, est-ce que tu as envie de montrer du doigt aussi peut-être l'écoute des politiques? On a vu la ministre qui est arrivée là sur le salon. Moi, ce que j'entends, elle écoute parce qu'elle ne veut pas couper l'herbe sous le pied du Premier ministre qui va venir demain. Et puis demain, il n'y a pas d'argent, donc il ne va pas y avoir beaucoup de solutions non plus. Comment tu vois la chose, toi? On se trompe? Alors, pour le coup, la ministre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle fait le job, elle est là, elle écoute tout le monde, les problématiques sont diverses et ce ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. Donc il y a quand même cet effort d'aller au contact des agriculteurs, ça fait partie du job et pour l'instant j'ai l'impression que nous avons une oreille attentive. Ceci dit, il faut bien être conscient que malheureusement c'est pas bien qu'elle fasse partie de la machine, c'est pas elle qui décidera de tout. Tu l'as dit, les caisses sont
pas très pleine, voire même plutôt vide. Il manque 60 milliards à trouver là, rapidement. Une paille. Mais non, mais et en fait ça rajoute de la complexité. C'est qu'aujourd'hui l'abondance c'est terminé. Et comment est-ce qu'on arrive là à passer là? J'ai l'impression un petit peu dans le creux de la vague. Comment est-ce qu'on arrive à reprendre le dessus avec toutes les problématiques dans un monde qui nous entoure, qui est pas non plus hyper évident. Mais voilà, moi je mettrai de l'espoir sur tous les sujets en fait qu'on lui a exposés et auxquels je pense elle a véritablement conscience. Après, à voir comment est-ce que ça peut, jusqu'où est-ce qu'elle aura les coups des franches pour faire passer le cap. On a bien vu, visiblement, il y a une véritable volonté politique, ça a été dit dans le discours de politique générale mardi, de la part du Premier ministre, de remettre en avant des dossiers, des textes et des dossiers qui avaient été mis un petit peu au placard pendant cette période transitoire. Moi, je mise beaucoup d'espoir sur tout ça, sur la remise en route des travaux, des discussions. Et j'espère qu'on avait marqué un premier essai. J'espère que là, il va être transformé assez rapidement pour siffler la fin du match et que tout soit, tout sera pas résolu, mais en tout cas que les choses avancent rapidement. Oui. Vous aviez bloqué la France, vous avez gagné l'espoir. Il y a eu la dissolution qui a dissolu aussi l'espoir. On retourne à la case départ. Vous avez cru que vous allez avoir un ministre type Julien Dive, par exemple, ou le sénateur Duplon, qui connaît le sujet, qui était vraiment aux commandes. On a une députée, très bien par ailleurs, du Doubs, etc., mais qui n'était pas spécialement dans les dossiers agricoles. Vous espérez juste que Michel Barnier, comme en 2009, il ait une fibre un peu agricole? J'espère qu'elle sera agricole, mais pas trop verte. Non, après, est-ce qu'on demandait vraiment à avoir un ministre très agricolo-centré? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit la solution, mais en tout cas, avoir quelqu'un avec qui on peut discuter en confiance, je trouve que c'est déjà un point de départ qui est important et il faut capitaliser là-dessus. Moi, j'ai aucun préjugé sur ses capacités. Si elle est là, j'imagine qu'elle n'est pas, c'est pas pour rien. Oui et non, c'est peut-être un équilibre politique. Je suis désolé, je veux le dire, mais c'est juste parce qu'il fallait peut-être à ce poste-là. On le sait d'ailleurs. C'est parce que c'est un jeu de chaises musicales et qu'au dernier moment, le ministre qui était pressenti n'a pas été celui qui a été nommé. Mais pour autant, on a quelqu'un et on peut pas dire on n'est pas content. Voilà. On a quelqu'un, c'est déjà quand même. Après les 6 mois qu'on vient de passer, c'est quand même important. Voilà. Elle nous écoute, on va l'écouter aussi effectivement à ce poste. Florent, donc conseiller énergie renouvelable à la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire. Toi, ce que tu dis, c'est vrai qu'on va toujours regarder en fait la production d'énergie. Très bien, tu n'es pas contre. Mais tu dis il y a aussi les économies d'énergie. C'est ça, on a une thématique aussi qu'on traite au-delà de la production d'énergie via la méthanisation et le photovoltaïque, qui est la maîtrise des consommations d'énergie à la ferme. C'est-à-dire que la maîtrise d'énergie, c'est un sujet assez large sur les exploitations, puisque suivant les types d'ateliers, on a des consommations liées au carburant, à l'électricité. On a aussi bien des consommations d'énergie directes qu'on consomme directement sur site, mais aussi indirectes. Et ça, mine de rien, ça a des impacts aussi sur les investissements. On l'a vu aussi avec la crise sur l'énergie, principalement le gaz, que derrière, le coût des matériaux, les métaux, tout ça, pour les bâtiments, ça crée une grosse inflation. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une démarche un peu à adopter. On voit beaucoup de développement de photovoltaïque aujourd'hui. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui en installent. C'est très bien, c'est une bonne chose pour le développement des énergies renouvelables et pour l'agriculture. Mais la maîtrise des consommations d'énergie, je dirais qu'il faut le prendre depuis le début. C'est-à-dire que déjà, maîtriser ses consos, ça passe par comprendre quels équipements consomment sur une exploitation. Quel équipement, à quel moment je consomme. Pourquoi pas peut-être réduire déjà mes consommations. Donc ça peut passer par des bonnes habitudes, mais aussi par des équipements plus efficaces en énergie, donc via des investissements ou la rénovation d'équipements. Et ensuite, là, j'ai envie de dire que c'est un peu une des dernières étapes, c'est comment puis-je, j'ai ma consommation d'énergie que je ne peux pas vraiment réduire, comment puis-je réduire, autoproduire cette énergie. Donc le photovoltaïque vient là comme une des solutions, comme le solaire thermique par exemple aussi pour la production d'eau chaude. Mais je pense que c'est un peu cette démarche à avoir. On a des solutions en agriculture. Alors nous principalement en tant que conseiller énergie, on travaille plutôt sur l'électricité. Donc si je donne des exemples, ça va être plutôt sur ces thématiques-là.
Par exemple, sur une exploitation agricole, on a souvent des besoins en froid. L'idée, c'est pourquoi pas de se dire, d'un autre côté, j'ai un besoin en chaud pour l'eau chaude, plutôt en thermique. Et donc, l'idée, c'est de récupérer, par exemple, l'énergie dans son ton calé et l'envoyer plutôt vers les ballons d'eau chaude, donc via des récupérateurs de chaleur. Ça s'installe aussi bien sur des groupes froids, aussi de chambres froides. Voilà, des systèmes qui fonctionnent assez bien. Et là, on a des vraies économies. Via des investissements plus ou moins importants d'ailleurs, c'est pas forcément des gros équipements, mais qui, avec d'autres habitudes et d'autres systèmes, mis bout à bout, peuvent faire des économies sur l'exploitation. Philippe ou Manon, vous êtes à fond sur votre exploitation, c'est-à-dire que vous avez fait votre diagnostic énergétique, vous êtes sûr de ne pas pouvoir gagner beaucoup, enfin comment vous réagissez? Attention les agriculteurs, parce que des fois vous dites hop, ça ne me concerne pas, on est déjà à fond et on sait que sur le suréquipement, il y a des marges de progrès. Est-ce qu'il y a des marges de progrès aussi sur l'énergie? Alors en fait, quand on fait de la méthanisation, on est obligé de faire un bilan énergétique. Parce qu'en fait, on est aussi, on reçoit des aides. On reçoit des aides de l'ADEME, etc. Donc aujourd'hui, dans ce principe-là, on doit déjà aujourd'hui utiliser des choses qui économisent l'énergie. Après, à fond, non, il y a toujours forcément des choses à faire. Mais par exemple, si je prends la méthanisation, aujourd'hui, on a un séchoir qui va sécher des céréales, donc qui évite, par exemple, de sécher avec du gaz. On n'a pas la capacité d'un séchoir gaz, mais on adapte nos chantiers en fonction de ça. On chauffe des maisons. Là, demain, on va chauffer les graines pour aller dans l'huilerie. Donc, parce qu'on est en site isolé, mais autrement, d'autres agriculteurs chauffent des voisins. Après, sur les consommations électriques, on fait attention, variation de fréquence, on adapte des moteurs en fonction de la puissance. Au niveau du lait, les PRT, les pré-refroidisseurs tubulaires, qui permettent plusieurs choses. Économie d'énergie, mais derrière, il y a aussi des vaches qui boivent de l'eau tiède. Une vache qui boit de l'eau tiède, elle produit plus à la fin, parce que elle va tout de suite boire de l'eau tiède à la sortie de la traite. Donc ça, c'est des choses, je pense que... je pense que les agriculteurs sont pas mécontents justement d'aller dans ces diagnostics-là, parce que derrière, ils sont gagnants. Voilà. Donc, souvent, on voit le verre comme une contrainte, alors que là, c'est pas une contrainte et en plus, c'est économique. Manon ? Ouais, alors, il faut se dire que le premier euro gagné, c'est celui qui n'est pas dépensé. Donc je pense que quand même, les agriculteurs sont sensibles à leur consommation et à la diminution des factures. Mais on parle de la partie production, mais il y a aussi sur la partie transformation. Enfin, je vois comment est-ce que, peut-être pour changer de thème, mais comment est-ce qu'on arrive à refroidir des rosées de façon éthique, c'est pas le mot, mais en tout cas la plus économique en énergie possible. C'est des questions qui se posent sur l'amont, sur l'aval. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, moi je mise beaucoup sur la recherche et les innovations. Enfin là, on voit bien quand même tout s'est amélioré et il y a bien qu'il reste des progrès. Enfin, le progrès il se fera toujours, mais il y a quelque chose à miser là-dessus. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est une énergie, mais on voit bien sur la réduction, tout ce qui a été fait pour les réductions de consommation en eau ou des choses comme ça. Des choses sont faites, des choses vont se faire, et il faut miser et capitaliser là-dessus au maximum, parce qu'une fois de plus, le premier euro gagné, c'est celui qui n'est pas dépensé. Et quand on pense énergie, on pense souvent GNR, lubrifiant, machin, tout ça, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est tout un ensemble qui fait que la diminution des consommations, elle peut se faire à plusieurs niveaux et sur l'ensemble de la filière, de l'amont à l'aval. Oui, Florent. Non, je voulais rajouter qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont encore une fois très sensibles à ce sujet-là et prennent vraiment en compte ça sur les exploitations. Je pense qu'on ne le dit pas assez, le potentiel. Alors, au-delà du potentiel, ce qui est déjà installé en énergie renouvelable sur les exploitations agricoles, aujourd'hui, les agriculteurs sont producteurs d'énergie renouvelable, mais en gros pourcentage, quoi. Et ce sujet-là, vraiment, beaucoup s'en sont emparés et tiennent compte du fait que c'est important aujourd'hui de se pencher sur le sujet. Il y a un programme qui a été annoncé hier, justement, l'idée de faire un peu sur le modèle d'Ecofito, c'est-à-dire s'appuyer sur des groupes d'agriculteurs pour financer, non pas des aides, mais financer un technicien capable d'aller un peu à la chasse aux économies d'énergie. Bonne ou mauvaise idée ? C'est toujours une bonne idée de se reconnecter au terrain. Je pense qu'il y a eu trop d'années où les innovations et la recherche ont été un petit peu seuls dans leur côté et qu'on n'allait pas voir les agriculteurs.
On dit toujours avec mon fils, souvent, il suffit d'aller voir des agriculteurs comment ils plantent une haie, et puis ça évite des tas d'études, parce qu'il y a des agriculteurs qui plantent des haies depuis des années et qui savent planter une haie. Donc ça ne sert à rien non plus d'aller chercher midi à 14h. Bon, là, c'est exactement pareil. Et en fait, les réseaux agricoles et surtout les réseaux de proximité, les échanges entre réseaux, hein, demain, des agriculteurs de Pau peuvent venir dans le Grand Est, nous on peut aller en région sud. Et en fait, c'est justement partager nos retours d'expérience. Voire même créer des réseaux d'expérimentation sans passer par le développement agricole. Tu le sais, il y a des agriculteurs qui expérimentent, qui testent chez eux toutes les cultures, qui partagent les infos en se disant il n'y a pas besoin forcément de passer par le développement. Certes, ça peut sembler logique, mais on peut, je pense à Sébastien Neveu par exemple, qui travaille là-dessus, et c'est bien comme idée. Alors oui, mais attention à une limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra bien valider des choses. Aujourd'hui, je pense qu'on a aussi un petit peu dans un paysage où j'ai tenté quelque chose, pendant 1 an, 2 ans, ça marche, les gars, vous pouvez y aller. Oui, mais manque de bol, la 3e année, la 4e année, ça ne marche pas. Et puis scientifiquement, on a aussi les organismes de recherche qui quand même cherchent et ont aussi des protocoles de mesures qui ne sont pas non plus au doigt mouillé. Donc attention, les organismes de développement, ils sont quand même là pour prendre le relais. Par contre, qu'il y ait plus de relais entre la recherche, les organismes de développement et le terrain, parce qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui, dans leur petit coin, savent faire plein de belles choses, ça, c'est quand même bon signe. Bon, Philippe Collin, Manon Pisani et Florent Gagne, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre un peu de ce sujet, si on peut améliorer un peu l'efficacité de ce qui est fait en agriculture, tant mieux. Et puis surtout, merci à vous. Merci. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, Derrière, La situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare